48e édition du Café Histoire. On est pas loin de la 58e édition. On a le grand plaisir aujourd'hui de recevoir M. Julien Rakoutounaï, qui est journaliste culturel et qui va aujourd'hui nous présenter les drapeaux à Madagascar depuis la royauté on va dire, jusqu'au retour de l'indépendance de Madagascar. Donc sans plus tarder, M. Julien Rakoutounaï. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très heureux d'être ici parmi vous pour donc, ce café Histoire. Et on va parler des drapeaux, comme l'a dit tout à l'heure notre collègue, depuis le temps de la royauté jusqu'à l'indépendance. Je voudrais saluer tout particulièrement ici M. Nicolas Martin, qui a bien voulu m'offrir, me dédicacer cet ouvrage très intéressant où j'ai puisé sur les recommandations de Mme Eliane Tratton-Wilson, quelques extraits, comme quoi le travail de recherche d'historien, la découverte de l'histoire de Madagascar, c'est un travail de longue haleine, c'est quelque chose qui se poursuit, qui se poursuivra, et j'en appelle, et nous appelons évidemment à toutes les bonnes volontés, à tous ceux qui sont susceptibles d'enrichir notre approche en matière d'histoire, en matière de connaissance des traditions, et puis de tout ce qui fait, qui contribue à l'identité culturelle malgache. Ceci étant important, donc encore une fois, merci bien M. Nicolas Martin, merci à toute l'assistance dans la présence témoigne de l'intérêt que vous portez donc à l'histoire, à une meilleure connaissance de Madagascar, à travers des sujets qui sont des thèmes susceptibles d'intéresser un grand public, mais aussi un public plus ou moins spécialisé. Ceci étant, nous n'allons pas nous attarder en préliminaire. La semaine dernière, il y a exactement une semaine, il y avait notre collègue Chanour Soularson de la faculté des lettres, un historien qui est aussi un collègue et ami, qui avait exposé en ce même endroit les tenants, les aboutissants des événements. Alors justement, on avait posé la question, l'événement de 47, etc. Bref, à cette occasion, les autorités avaient demandé à ce qu'on pavoise à l'occasion du 29 mars. Je crois que c'est la première fois, c'est peut-être parce que c'était le 75e anniversaire de cet événement capital dans l'histoire de Madagascar, et on a demandé aux gens de pavoiser. C'est une recommandation qui n'a pas été suivie de beaucoup d'effets, parce que c'était peut-être plus ou moins improvisé à la dernière minute. Et puis, depuis quelques années, on a aussi constaté une sorte de désaffection des gens, parce que c'est plus ou moins interprété politiquement. Quand on est contre le régime, on ne pavoise pas, quand on les étreint. Bref, le drapeau est au centre, enfin, des manifestations, au centre également aussi d'un symbolisme qui caractérise maintenant tous les pays, en fait tous les pays du monde. Le drapeau, c'est le symbole par excellence de l'existence d'un État, d'un pays. C'est le symbole de la souveraineté d'un État. Et justement, au moment, j'anticipe déjà un tout petit peu, au moment où Madagascar a accédé à l'indépendance, ou plutôt, on n'insistera jamais sur ça, Madagascar a retrouvé son indépendance, le président Philippe Ratsman avait insisté à ce qu'on fabrique un drapeau pour bien signifier que Madagascar a retrouvé son indépendance. C'est quoi donc le drapeau? Il y a
plusieurs définitions, plusieurs significations, mais le drapeau tel que nous le connaissons là maintenant, dans la signification actuelle, vient tout simplement du mot drap. Le drap pour emmailloter le bébé. C'est voilà l'origine, le drap. Donc un drapeau, c'est un petit drap pour emmailloter le bébé. Et la signification que le drapeau a là maintenant actuellement date du XVIe siècle en Europe. C'est à partir du XVIe siècle que le drapeau a la signification que nous le connaissons là maintenant. Pour en revenir à Madagascar, le drapeau en fait n'est pas dans la tradition malgache. Dans la tradition proprement dite malgache, ce sont les étrangers, ce sont les Européens qui ont introduit l'usage du drapeau à Madagascar. Parce que les anciens royaumes, au début, n'avaient pas l'usage du drapeau. Il y a d'abord toutes sortes de, d'appellations concernant donc ce symbole. Il y a le mot drapeau, évidemment, qui signifie, donc, comme je dis, à l'origine, un petit drap monté sur une hampe. Il y a le mot pavillon, il y a l'emblème, il y a l'étendard. Et donc, tout ça, il y a des significations que nous allons découvrir au fur et à mesure de notre présentation. Je disais donc tantôt que le drapeau n'est pas dans les usages malgaches tout à fait au début. Et ce sont les étrangers, ce sont surtout les bateaux étrangers qui ont fait un trafic sur les côtes malgaches, qui ont présenté ou qui ont arboré les premiers drapeaux. Donc c'était des bateaux, des trafiquants, notamment les trafiquants, le commerce des esclaves, et puis aussi le commerce triangulaire, on connaît ça, et puis le commerce de pacotis, où on vendait les fusils, la poudre, les miroirs, etc. Donc ce sont les royaumes côtiers qui au début avaient l'usage du drapeau, parce qu'ils ont plus ou moins copié ce qu'ils voyaient sur les navires étrangers. Les navires étrangers avec qui donc les royaumes côtiers ont commencé à commercer assez tôt, même très tôt, le 15e, 16e siècle, le 17e et le 18e. On a souvent l'habitude de penser que c'est le royaume Myrne qui avait en premier l'hégémonie à Madagascar. En fait, c'était le royaume des royaumes côtiers, le royaume Sakalav, au XVIIIe siècle, et puis plus tard, le royaume Betsimshar. Donc c'était dans ces royaumes côtiers qu'étaient apparus les premiers drapeaux. Les premiers drapeaux, donc, il y avait d'abord le drapeau Sakalav, je ne sais pas si le drapeau Sakalav, on ne l'a pas. Le drapeau Sakalav en talote, et puis Pinao. Le drapeau en talote, voilà, le drapeau du royaume Sakalav, avec la bande rouge, la bande blanche et puis noire. Donc c'était un des premiers drapeaux du royaume Sakalav qui était connu. Il y avait aussi un drapeau Sakalav avec la reine Pinao, donc un drapeau. Et plus tard, il y a au royaume Betsimshar le drapeau de Jean-René. Jean-René qui était le roi de Tamatave en fait, et puis qui avait ce drapeau-là, un coq avec dans ses pattes, donc les sakés, les faisceaux de saké, et puis dans le coin supérieur gauche, l'Union Jack. L'Union Jack qui est le drapeau anglais, parce que le roi de Tamatave serait issu d'une alliance, d'un mariage
entre un pirate anglais et une princesse Betsinshara. Donc c'est pour souligner son ascendance britannique qu'il aurait dit ça dans le conte du Sahara. Excusez-moi. Donc, ce drapeau du royaume Betsamsaraka a été conservé longtemps par le roi Jean-René. Le roi Jean-René, lorsque Radam avait conquis le royaume, son royaume, il a traité quand même le roi Jean-René avec beaucoup d'égards. Il lui a laissé son drapeau, il l'a, comment je veux dire, admis dans le caste des Andriens Maveti, et le roi Jean-René a pu garder ce drapeau-là. Voilà pour les royaumes côtiers qu'on connaît, donc le royaume Sakalava et le royaume Betsamsaraka au XVIIIe et au XIXe siècle, par suite de trafic de commerce avec les navires étrangers. Ici, je voudrais également mettre le point sur le fait que, et cette année, il y aura un chiffre rond pour commémorer cet événement. J'espère qu'on ne va pas passer sous silence. Le 23 octobre 1817, c'est le traité de Tamatave. Le 23 octobre 1817, une date très importante, parce que pour la première fois dans l'histoire, Madagascar était d'abord reconnu comme un État souverain. Un État souverain reconnu par une grande puissance étrangère, en l'occurrence le royaume britannique. Et le traité de Tamatave stipulait entre autres l'abolition de la traite des esclaves. Ce n'est pas encore l'abolition de l'esclavage, mais la traite, c'est-à-dire le commerce extérieur, le commerce vers les Mascareignes, le commerce, c'est-à-dire le commerce extérieur des esclaves vers la Réunion, vers Maurice et même plus loin. Donc l'abolition de la traite des esclaves et surtout la reconnaissance de la dame comme roi de Madagascar. Même, il avait donc le titre, il était reconnu roi de Madagascar, même s'il n'avait pas l'effectivité du pouvoir sur toute l'étendue, bien sûr, du territoire national. Donc ça, c'est le 23 octobre 1817. Donc c'est très important de faire référence à cette date, parce que nous parlons du royaume Betsamsaraka, nous parlons de Jean-René, et comment ne pas évoquer donc Jean-René Tamatave, comment ne pas évoquer ce traité de Tamatave, qui est une étape très importante dans l'histoire de Madagascar. Je ne vais pas polémiquer, mais il y a ceux qui font le rapprochement en disant que le 23 octobre 1817, Madagascar était reconnu comme État souverain. C'était le premier traité international signé par Madagascar. Radam a reconnu roi de Madagascar, 23 octobre 1817. 23 octobre 2019, je suis glorieuse, le président Macron dit « Ici c'est la France ». Et je ferme la parenthèse. Nous poursuivons à l'intérieur de Madagascar, donc comment est venu le drapeau. En fait, les grands royaumes centraux n'ont pas connu, à proprement parler, de drapeau. En Ibérie d'abord, avant l'accession au trône du roi Radama Ier. L'accession au trône du roi Radama Ier en 1810. C'est à partir de 1810 que sont apparus les premiers drapeaux en Ibérie. Enfin, le royaume jusqu'à... un royaume important, c'est le royaume Pesliu, mais à notre connaissance, il n'y a pas eu de drapeau à proprement parler du royaume Pesliu. Alors, le drapeau dans le royaume Amirne, c'est un héritage plus ou moins des samples d'Andrinapoul-Mirne. Andrinapoul-Mirne, le père de Radam Ier, qui a donc à qui il a succédé en 1810. Du temps d'Andrinapoul-Mirne, il n'avait pas encore de drapeau.
drapeau donc pour le royaume, mais c'était les samples, les idoles royales qui étaient exhibées lors des manifestations, lors des solennités publiques. Parce que, bon, les samples, c'est lorsque le roi se montre officiellement public, lorsqu'il va prononcer un grand cabal, et surtout lorsqu'il part en campagne militaire, et il se fait donc précéder, il se fait accompagner par les samples, les idoles. Et les idoles préférées, si je puis dire, Andrinopoulmirne était au nombre de 2. Il avait d'abord celui qu'on appelait Manzakatsuru, Manzakatsuru, c'est-à-dire là où il y a un seul doit régner. Donc Manzakatsuru était l'idole dont la couleur rituelle était de couleur rouge. Manzakatsuru, couleur rouge, symbole de la terre. Donc Manzakatsuru, Mahashtan, pour avoir la terre. Donc c'est la couleur de l'idole, Manzakatsuru. Et l'autre, c'est Kilmalaz. Kilmalaz, de couleur blanche, comme on dit également aussi, Mahashvula, pour avoir de l'argent. Donc la terre, les 2 idoles symbolisaient donc la possession de la terre et de l'argent, donc symbole de la puissance, par excellence. Donc voilà les couleurs des idoles d'Andrinopoulmirne, Manzakatsuru, Mahashtan, et Kilmalaz, Mahashvula. Ici, j'ouvre une petite parenthèse concernant Kilmalaz. Kilmalaz viendrait du pays Bethléem, dans la région de Mouromanie, dans la région d'Ambouche, donc actuellement, la région d'Ambouche, où il y a une localité appelée Tatamalaz, et de Tatamalaz est devenue donc l'idole d'Andrinopoulmirne et qui est devenue ici Kilmalaz. Donc c'est lorsque la dame accède au trône en 1810, il a assemblé ces 2 couleurs. Ces 2 couleurs en bande donc superposées, horizontales, le blanc et le rouge. Et c'était le début donc des drapeaux en numéro. Ces 2 couleurs, blanche et rouge, vont rester jusqu'à la fin de la monarchie, en 1897, mais c'est les dispositions des couleurs qui ont varié suivant, par exemple, les règnes, suivant les souverains qui arboraient les drapeaux, mais la couleur blanche et la couleur rouge étaient restées toujours les symboles de la monarchie mairie. Radam n'avait pas que ce seul drapeau, il avait également aussi beaucoup d'autres drapeaux. Je ne sais pas si nous avons là les photos, par exemple un drapeau vert avec une étoile, et on n'a pas. Je crois qu'il y en a quand même là. Oui, Radam 2, mais Radam 1er avait 5 étendards, 5 drapeaux, mais il utilisait souvent le drapeau blanc et rouge. Voilà. Et les autres souverains qui se sont succédés sur le trône de Limirne ont gardé ces couleurs, comme je disais tout à l'heure, mais c'était les dispositions des bandes et qui étaient souvent différentes selon les souverains qui ont utilisé. Nous voyons ici, par exemple, les drapeaux R. Bon, souvent, il y a la bordure rouge, il y a toujours la couleur blanche. Il y a l'aigle qui est bien sûr un peu partout, c'est un symbole presque universel, symbole de la royauté, de la puissance, des empires, et puis la couronne royale et les chiffres, on appelle ça les chiffres, c'est-à-dire les lettres majuscules qui étaient donc l'initiale des souverains, R, c'est pas R Majunga, bon, c'est RR, Radam Rex, en latin, Radam Rex. Même ça, c'est cette terminologie encore utilisée.
E-R, Elisabeth Regina. Hein, pour la reine Elisabeth Regina, et pour le roi, c'est Rex. Donc, la dame, tout ça. Donc, R, dame Rex. Après la dame, il y a eu, évidemment, oui, monsieur. Excusez-moi de vous interrompre, j'ai une question. Est-ce que vous avez une idée de la signification de l'étoile? La signification de l'étoile, vous avez bien fait de poser la question. Effectivement, Radam, quand, bon, je n'anticipe pas, lorsqu'il a conquis le pays Sakalav, le Bouina, il a placé son cousin Ramanetaka à la tête de ce fief et il a imposé un drapeau avec une étoile. Donc l'étoile était censée donc symboliser le vital, le destin, c'est-à-dire que souvent on accordait à la disposition des étoiles, à l'examen du ciel astrologique, etc., que l'étoile, et même dans le langage courant, être mis sous une bonne étoile, hein, c'est porter chance. Donc l'étoile était donc considérée comme symbole enfin, d'un destin bénéfique. Voilà. Donc Radam, justement, enfin, c'est les textes qu'il nous rapporte, lorsqu'il a placé son cousin Ramanitak à Machanga comme gouverneur et pour le représenter en 1824, il a imposé donc le drapeau avec une étoile. C'est peut-être aussi en lien avec le fait que dans le nord-est, dans le nord-ouest de l'île, il y avait une influence musulmane, enfin islamisante, islamiste, non pas islamiste quand même, pas islamiste, oui, mais de l'islam, donc où le symbole comme l'étoile ou le croissant de lune était sur les drapeaux des princes et des souverains. Et si j'anticipe, par exemple, en pays Antakaran, jusqu'à maintenant, il y a tous les 5 ans ou tous les 7 ans, la cérémonie rituelle du Tsangatseng, la levée du drapeau. Donc, chez les Antakaran, le roi, enfin le roi Antakaran, qui est une personnalité de pouvoir plutôt morale, voilà, où il y a chaque année, donc, et pas chaque année, tous les 5 ans, tous les 7 ans, il y a la cérémonie du Tsangatsen, c'est-à-dire la levée du drapeau. Lorsque le mât qui a supporté le drapeau commence à mourir, on le remplace tous les 5 ans, tous les 7 ans, et ça donne lieu à une cérémonie rituelle très importante, chargée de symboles, de signification, de vision ésotérique. Et le drapeau Antakaran, qui est encore hissé tous les 5 ans, ou tous les 7 ans, comporte le croissant de lune et puis l'étoile. Voilà. Donc, si nous revenons à la monarchie Myrne, il y a donc des drapeaux des rois, des reines, avec toujours la couleur rouge et la couleur blanche. Et le drapeau est frappé de la couronne royale. De la couronne royale, avec les chiffres, on appelle ça les chiffres, les initiales, donc du nom des rois, RM ou RR, avec la dame, c'était donc la dame Rex, et puis à partir de Rashwirn qui a succédé à la dame 2, qui est son époux, donc Rashwirn, à partir de Rashwirn, on a mis RM, c'est pas République malgache, mais c'est Rashwirn Manzak, Ranaval Manzak, c'est-à-dire la reine Rashwirn qui règne, et puis Ranaval, donc souverain régnant. RM, donc des chiffres qui marquaient les drapeaux Myrne jusqu'en 1897. Mais une étape mérite également d'être soulignée, c'était
1985. Vous savez que le 19e siècle a été marqué par une forte rivalité franco-anglaise pour la suprématie, pour la domination ici à Madagascar. Et cette rivalité franco-anglaise s'est traduite dans un grand nombre de domaines, et notamment, par exemple, l'introduction de la religion, enfin la religion chrétienne, et puis les réformes de l'armée, les uniformes, etc. Il y a donc, à partir de 1885, il y a enfin une forte rivalité, enfin l'opposition entre le royaume Mirne et puis la France, et un premier traité de protectorat a été signé en 1885. Un protectorat plutôt vague, qui n'arrangeait personne en fait. Et lorsque les Français sont arrivés, ont débarqué au début de l'année 1895 à Majunga, ils sont arrivés à Tana, et puis très rapidement, c'était la reddition de Tananarive, comme on l'appelait à l'époque, le 30 septembre 1895, et puis la signature d'un protectorat. Le protectorat, grosso modo, c'est la France qui s'occupait des affaires extérieures. Donc, Madagascar ne pouvait entretenir des relations avec d'autres puissances extérieures sans l'accord de la France, et la France qui dirigeait en quelque sorte la diplomatie malgache, et les affaires intérieures étaient du ressort du gouvernement royal. Et pendant cette période qui n'a pas duré longtemps, du protectorat, on avait confectionné un drapeau. Un drapeau. Est-ce qu'on a le drapeau du protectorat? Oui, voilà. Donc, les couleurs françaises, les couleurs du drapeau français ont été adoptées, le bleu, blanc, rouge, mais sur la partie blanche, on avait gardé la couronne royale et les chiffres RM Ranaval Manzak. C'est une sorte de compromis donc, entre la présence française et le maintien ô combien fragile d'une monarchie plus ou moins moribonde à l'époque. Donc voilà le drapeau du protectorat. Je reviens un peu en arrière sur certains épisodes autour du drapeau, justement, lorsque les Français sont arrivés à Madagascar, ils ont proposé donc un deuxième traité de protectorat en 1895 avec le gouverneur de l'époque, le résident général en fait, qui était le Mire de Villers. Et lorsque le Mire de Villers avait proposé le traité de protectorat, Reiner Voni n'a pas accepté à rejeter ce traité, et le Mire de Villers a eu un geste donc qui est lourd de signification et qui comporte donc, comment je veux dire, une signification dans les relations entre les deux pays. Il a ce qu'on appelle amené le pavillon français, le drapeau, c'est-à-dire il a descendu, il a fait sa résidence en Haute-Ville, à Antoine, il a descendu le drapeau, on a descendu le drapeau au cours d'une cérémonie sobre, mais vraiment très significative. C'est ce qu'on appelle amener le pavillon, amener le drapeau. On a descendu le drapeau, on a plié le drapeau et il est parti. C'est le signe qu'il y a, comment je vais dire, rupture des relations diplomatiques. Quand on amène le pavillon et qu'on le plie et qu'on l'amène, c'est le signe que les relations diplomatiques entre les deux pays sont rompues, et puis rapidement, évidemment, c'est vu l'invasion de Madagascar par le corps expéditionnaire du général Duchesne. Je voudrais faire remarquer que, par exemple, pendant la période de la transition, à partir de 2009, la transition, il y avait des pays qui n'ont pas
reconnu la transition, je veux dire, qui n'a pas reconnu la transition, en l'occurrence, par exemple, les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis n'ont pas reconnu le régime de la transition, mais le drapeau américain était resté quand même déployé sur l'ambassade des États-Unis. Il n'y avait pas de rupture des relations diplomatiques. Il y a simplement, si je puis dire, gel des relations. Les relations étaient suspendues, mais il n'y avait pas de rupture des relations diplomatiques. Alors qu'en 1895, lorsque le Mir de Villers a amené le pavillon, et puis est parti avec, sous les bras, je veux dire, c'était le signe que les relations diplomatiques étaient rompues entre la France et le gouvernement de la reine Anne-Elisabeth III. Voilà, donc, comment je veux dire, l'évolution, les drapeaux, quelques épisodes. Il y a aussi, enfin, on a discuté l'autre jour avec notre collègue Michael, et quand on parle du drapeau à Madagascar, il y a des anecdotes, il y a les faits plus ou moins de légende, et quand on parle de drapeau, on parle souvent, on ne manque pas d'évoquer le nom de Raboubala. Raboubala, c'est un prince qui était le fils de la dame première. Vous savez que la dame première avait plusieurs épouses, donc Mav, la principale épouse, qui est devenue plus tard la dame première, qui était sa cousine, mais il avait également une femme officielle, la princesse Salim en fait. Mais comme ici sur les Hautes-Terres, Salim ou tout court risque d'être interprété comme un manque de respect, on m'ira devant. Et c'est pour cela que on appelle la princesse Rasalim, qui est la fille du roi Sakalav du Ninabe, Ramtrao. Avec Rasalim, la dame a eu une descendance dont la princesse Raketaka et le prince Raboubala. Raboubala était donc un fils de la dame premier. Et la légende raconte qu'au cours d'une expédition militaire, parce que la dame en a fait dans toute l'île, c'est quand même fabuleux de songer qu'il était à Majunga, il était à Fort-Dauphin, il était sur la côte est, etc., avec des conditions de déplacement à l'époque, à pied à cheval, avec son armée. Donc, il était allé partout. Et au cours d'une expédition militaire, où il a risqué d'avoir des déboires, le drapeau, qui était toujours, qui accompagnait toujours le déplacement du roi, a failli tomber entre les mains de l'ennemi. Et pour que le drapeau ne tombe pas entre les mains de l'ennemi, Raboubala, alors là, les versions divergent. Raboubala, d'une part, on prétend qu'il aurait avalé le drapeau, et d'autres, qu'il s'est fait harakiri en quelque sorte, il a introduit le drapeau dans son ventre. Bon, plus ou moins les gens, mais pour dire que la signification du drapeau était déjà quelque chose de vraiment important. Donc, la légende du prince Raboubala, qui, pour que le drapeau ne tombe pas entre les mains de l'ennemi, et qui a sacrifié sa vie pour ça, pour sauver le drapeau, est quelque chose qu'on véhicule donc dans la tradition malgache dans le royaume des Hautes-Terres. D'ailleurs, du côté de Pergola, en Tamarine, il y a une stèle qui commémore, comment je veux dire, qui perpétue le souvenir de Raboubala, et sur la stèle il est écrit martyr pour la patrie. Martyr, c'est martyr pour la patrie. Donc, quand on parle de drapeau, on évoque souvent la personne du prince Raboubala. D'ailleurs, dans les casernes militaires, on réveille souvent les parrains, on réveille
enfin les paroles sur ça en disant Rama Bala, il a les visites, etc. Donc ça évoquerait l'image de Bala. Toujours les anecdotes autour du drapeau, donc le drapeau du temps du mur de Villers, Bala. Et puis, lorsque le corps expéditionnaire français est arrivé à Tananarive, il a quitté Majunga au début de l'année 1895, au mois de janvier, je crois, et puis il est arrivé à Tana vers le mois de septembre, en passant par Akajube, arrivé à Saputsnamer, et puis a installé ses camps sur Antananarivo. Et d'Antananarivo, on a bombardé le palais de Manzakamiad. Enfin, le puits est tombé sur le palais et qui en a éventré la toiture. Une réunion de crise était déjà installée avec la reine, le Premier ministre, les grands dignitaires de la cour. Et lorsque le puits est tombé dans l'enceinte du palais en éventrant la toiture, c'était l'affolement général et il a fallu hisser en vitesse le drapeau blanc. Et on raconte qu'à défaut d'un drapeau blanc qu'on n'avait pas sous la main, parce que avoir déjà préparé déjà un drapeau blanc quand on compte faire face à l'ennemi, c'était déjà de mauvais augure, donc on n'avait pas de drapeau blanc. Et on raconte qu'on avait déchiré en catastrophe la partie blanche du drapeau royal et pour le hisser sur la toiture du Louvre. Donc voilà, un drapeau effrangé déjà, etc. Donc un dérisoire, un drapeau blanc sur la toiture du Louvre pour demander la cessation des hostilités. Et c'était Marc Rabitchou qui était interprète au palais, qui est allé porter enfin la demande à l'état-major français à Antananarivo pour demander donc la cessation des combats, mais il a été rejeté, la demande a été rejetée par les Français parce qu'il n'était pas muni de plein pouvoir pour discuter. On lui aurait donné 45 minutes ou 30 minutes pour se pourvoir donc en instrument de discussion vraiment officielle, revenu en courant, c'est le fils de Relais Vouni qui est parti et au nom du gouvernement de la Navarre 2 a demandé la cessation officielle de la Navarre 3, pardon, la cessation des hostilités et puis voilà la reddition sans condition de Tananarivo. Il y a une photo. Est-ce que nous avons la photo du grand, enfin le cortège qui est parti de Tananarivo, de Manzakamiad, sur Antananarivo, monté sur un filanzane et précédé d'un grand drapeau blanc. On n'a pas la photo. Comment? On n'a pas la photo. J'avais la photo, je publierai la photo sur Facebook, donc suivez notre page Facebook. Voilà, parce que j'ai laissé la photo ici. Donc c'est une photo assez inédite, hein, où on voit comment je dis, le parlementaire malgache, le fils de Raleafou monté sur un grand filanzane et précédé d'un grand immense drapeau blanc pour aller parlementer avec les Français sur le hauteur d'Antananarivo. Voilà. Et puis, autre chose également autour du drapeau, lorsque le général Galini est arrivé à Madagascar en septembre 1896 pour appliquer la loi d'annexion qui fait de Madagascar une colonie française, le 6 août 1896, Galini avait exigé, il habitait déjà en Butsrood, le palais actuel qu'on appelait à l'époque le gouvernement général, parce que c'était là la résidence du gouverneur. Le gouvernement général, c'est l'actuel palais d'Antutsrood, qui a été inauguré le 14 juillet 1892. Donc lorsque Galini est arrivé en septembre 1996, le palais était déjà là, il logeait au palais d'Antutsrood, qu'on appelait donc le palais du gouvernement général.
Kalimi avait exigé à ce que Ranavalne, qui était encore sur le trône, à l'arrivée de Kalimi, avait exigé que Ranavalne vint en premier lui faire une visite de courtoisie. Parce que, a dit Kalimi, dorénavant, Ranavalne est sujet français, donc il doit reconnaître l'autorité de la France, désormais seul souverain à Madagascar, et Kalimi avait exigé ça. Et effectivement, Ranavalne III était venu en grand cortège du palais de Manzakamiad jusqu'à Mputzroud, précédé du drapeau tricolore, alors qu'il y avait encore le drapeau royal, en tenue d'apparat, avec le grand cordon de la Légion d'honneur, dont elle était titulaire, et arrivée à Mputzroud, elle était accueillie par la Marseillaise, alors qu'il y avait déjà aussi l'hymne royal, etc. Donc tout ceci, c'est par la suite que Kalimi est venu faire la visite de retour, la visite de courtoisie à Manzakamiad. Donc le drapeau français était déjà, donc, était en usage à la cour de Ranavalne III jusqu'à l'abolition de la monarchie et qui est intervenue, comme nous le savons, le 28 février 1897. Voilà donc vraiment un rapide survol sur l'histoire du drapeau à Madagascar. Maintenant, quelques notes insolites, si vous voulez. Il y a, par exemple, le drapeau le plus ancien d'Europe, c'est celui du Danemark. C'est le drapeau du Danemark qui est le drapeau le plus ancien en Europe. Le drapeau le plus surchargé est celui des îles Fidji. Écoutez bien, les îles Fidji. Sur le drapeau des îles Fidji, il y a un régime de bananes, une noix de coco, des cannes à sucre, une colombe, la feuille de l'arbre à pain, le lion britannique et une croix de Saint-Georges. Ça, c'est le drapeau le plus surchargé. Quand on songe que lorsque Madagascar a accédé à l'indépendance, le président Serrano avait dit qu'il faut des couleurs simples pour que le paysan puisse confectionner lui-même le drapeau. Donc, s'il s'agissait de mettre des noix de coco, des palmiers, des croix de Saint-Georges, et puis etc., c'est pas évident. Donc, ça, c'est le drapeau le plus surchargé. Et puis, je crois que le drapeau le plus ancien a été en Iran. En Iran, a été découvert en Iran. Et il daterait de 3000 ans avant Jésus-Christ. C'était un carré de métal de 23 cm représentant un aigle, deux lions, une déesse, etc. Et puis, un des plus grands drapeaux du monde, et ça c'est dans le livre de Guinness du record, a été déployé le 9 août 1989 à Taïwan. C'est un drapeau qui mesurait 126 mètres sur 84 mètres et qui pesait 820 kilos. C'est pas évident aussi de promener ce drapeau pour marquer, par exemple, je ne sais pas, une opinion politique quelconque. Enfin, je reviens un peu en arrière sur le drapeau malgache. Donc, je disais tout à l'heure que le président Serrano avait demandé à ce qu'on trouve des couleurs simples pour le drapeau, pour que le paysan puisse lui-même fabriquer le drapeau. Et un concours a été ouvert, et si généralement on connaît les auteurs, le parolier, et puis celui qui a composé, le compositeur pour l'hymne national, on connaît moins concernant le drapeau. Le drapeau actuel, tel que nous le connaissons, a été proposé par un certain Ranefson Andjianoumé. Mais ce n'est pas lui. Enfin, c'est lui qui a trouvé l'agencement, la disposition des couleurs. Mais les couleurs elles-mêmes étaient proposées à l'Assemblée nationale par les députés. Il y a d'abord le député Émile Larosa-Kaiser,
qui était un ancien maire, un des premiers maires malgaches dans le CRP, Émile Sakaïs, qui a proposé la couleur rouge et la couleur blanche. Et puis il y a M. Barnier Tsar, plus tard consul, un des premiers consuls malgaches à la Réunion. Nous avons eu l'occasion de le connaître quand on était jeunes étudiants et qu'on a fait des déplacements à la Réunion. Donc voilà les trois couleurs proposées par Émile Sakaïs et Barnier Tsar. Et c'est Ranefson Denomé qui a fait les dispositions, donc tel que nous le connaissons maintenant, et le drapeau a été adopté et présenté pour la première fois en 1950. Je fais un peu d'aller-retour quand même. Lorsque la semaine dernière on avait parlé de l'insurrection de 1947, on avait parlé d'armées secrètes. Il y avait des armées secrètes donc, pour contrer la présence française. Et un des principaux leaders de l'insurrection malgache, c'était Victorien Rachafouapé. Victorien Rachafouapé, qui est originaire de Mouramang, qui est un Bézanzan. Il avait organisé une armée secrète vraiment bien structurée, bien, comment je veux dire, enfin assez bien équipée. Et lui-même, il s'était autoproclamé maréchal. Maréchal, il avait dans des armées secrètes toute une hiérarchie, des maréchaux, des généraux. Et lui, il était maréchal Victorien Rachafouapé. Et notre collègue avait parlé de la République du Namour. Il avait donc proclamé qu'il était à la tête d'un État indépendant, donc la République du Namour, avec un drapeau. Le drapeau est le drapeau de Victorien Rachafouapé, est un drapeau rouge et blanc avec 18 étoiles. 18 étoiles qui symbolisaient donc les 18 tribus de l'île. Donc ça aussi c'est une curiosité, le drapeau de la République du Namour. Voilà un peu peut-être en vrac, mesdames, messieurs, quelques considérations sur le drapeau. Il y a encore beaucoup de choses à dire, je ne sais pas si j'ai déjà largement peut-être dépassé le temps, mais pour Madagascar, je voudrais terminer sur le fait, et je pense que c'est unique au monde, l'usage du drapeau dans la vie sociale malgache. Par exemple, vous avez remarqué que lorsque on bâtit une nouvelle maison, lorsqu'on arrive à la fin, lorsqu'on est en train de terminer sur la toiture, on met un drapeau. C'est la première fois que je vois ça. Nulle part dans le monde. Donc un drapeau pour signifier qu'on allait donc terminer la toiture et puis que le drapeau est mis là. Également dans les cérémonies traditionnelles, rituelles, le retournement des morts, c'est-à-dire le famadian, il y a toujours un drapeau. La circoncision, telle qu'on la pratique d'une manière traditionnelle, avec la danse dans les rues, la recherche du Ranmaï, etc., précédée d'un drapeau, et surtout les cortèges funèbres. Les cortèges funèbres, et quand vous rencontrez sur la route nationale une voiture, un taxi brousse, une voiture particulière, avec un drapeau, ça ne signifie pas forcément qu'il ait une autorité importante, parce que ce n'est pas un taxi brousse. Donc, il y a, si le drapeau est à gauche, ça signifie que c'est la dépouille d'une personne qu'on va enterrer et qui vient donc de mourir. Mais si le drapeau est à droite, c'est une dépouille qu'on transfère pour le famatier. Donc, ça, c'est des considérations, des pratiques qui sont vraiment typiquement malgaches dans l'usage du drapeau. Le drapeau également, évidemment, c'est pour les cérémonies officielles, tout le monde sait ça, et puis pour recouvrir également les cercueils, mais ça c'est plus ou moins universel, international, mais les textes prévoient que seuls les titulaires
d'un ordre national à partir de la grade de commandeur a droit à, comment je veux dire, à l'étendard national sur le cercueil. Mais là, plus ou moins, les gens, c'est pas pris à la lettre. Et puis, il y a, même s'ils ne sont pas titulaires de l'ordre national, ce qu'on appelle, enfin les gens dont on dit qu'ils sont morts en service commandé, hein, ils ont droit à leur cercueil recouvert du drapeau national. Voilà donc en grosso modo quelques considérations sur le drapeau à Madagascar, les hautes-terres centrales, les zones côtières, et puis quelques pratiques qui sont vraiment propres à Madagascar. Je remercie l'assistance, je remercie les responsables de Café Histoire pour nous avoir invités et puis mettre à disposition, et puis M. Nicolas Martin en particulier pour l'ouvrage et les contributions très importantes pour cette présentation. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre